Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Difficile de l'ignorer, alors que le printemps 2024 est déjà bien avancé, chaque jour qui passe nous rapproche de ce qui sera l'une des échéances les plus marquantes de cette année, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre, des athlètes du monde entier vont converger vers la capitale française. Des athlètes, mais aussi des spectateurs nombreux, venus de tout le pays, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, bref, de partout. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Le coup d'envoi de l'événement est fixé au 26 juillet prochain. C'est une course contre la montre pour réaliser un exploit. Acheminer chaque jour 800 000 spectateurs des JO dans les transports en commun. Je pense que ces jeux vont être un succès. Je veux qu'on organise une très belle fête populaire. On a un potentiel incroyable d'organiser des jeux sans précédent. Alors dans cette dernière ligne droite, avant les célébrations, on s'est posé tout un tas de questions. Comment est-ce qu'on se prépare à un tel événement ? Comment celles et ceux qui sont impliqués dans ces jeux, les athlètes, leurs entraîneurs, mais aussi les chercheurs, les acteurs publics ou les fédérations sportives, se mettent chacun et chacune à leur échelle en ordre de marche pour être prêts le jour J ? Et puis enfin, comment toutes ces expériences servent à alimenter les futurs jeux, par exemple ceux de Los Angeles 2028, qui sont déjà sur la rampe de lancement. Pour essayer d'y voir plus clair, on s'y est mis à deux. Salut Paulina, ça va bien ? Salut Thomas. Oui, ça va très bien. Ça marche pour toi ? J'enregistre. De l'autre côté de l'Atlantique, ma consoeur Paulina Velasco est allée trimballer son micro, comme je l'ai fait en France, auprès des principaux concernés par ces jeux. De toutes ces rencontres, on a tiré une série en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France. C'est Alexandre Ferreira qui l'a réalisé, et voici tout de suite le premier épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Get Ready, épisode 1. Préparez la vie. Je m'appelle Pierre Rabadan, je suis donc adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Depuis son bureau de l'hôtel de ville de Paris, Pierre Rabadan pilote activement les différents chantiers de la ville en vue des Jeux. Parce qu'au-delà des espaces où auront lieu les épreuves, c'est toute la circulation dans le territoire qui va devoir être repensée. L'organisation des Jeux, elle amène certaines adaptations quand les Jeux arrivent dans la ville, mais on a depuis 2018 maintenant, donc un an après l'obtention de l'organisation officielle des Jeux, mis en place un programme d'héritage immatériel et matériel pour Paris et aussi pour la Seine-Saint-Denis, puisque c'est ça que la maire de Paris a apporté depuis quasiment 2015, c'est-à-dire un héritage matériel qui va principalement et majoritairement impacter la Seine-Saint-Denis, mais aussi évidemment la ville de Paris. En premier lieu, le nord de Paris, notamment la porte de la Chapelle, qui accueille déjà, parce qu'on l'a inauguré il y a quelques jours, l'Adidas Arena, et qui a vraiment transforme le quartier de la porte de la Chapelle qui en avait besoin. On refait évidemment aussi l'ensemble de la rue de la Chapelle, donc qui va jusqu'au boulevard de la Chapelle et vers la gare du Nord. Donc vraiment, c'est tout un quartier qui est requalifié. Et on le voit déjà aujourd'hui, parce que avant même les Jeux, l'Arena est en fonctionnement. Après, l'autre ambition, c'est de venir dans les cœurs de ville. C'est plus complexe que d'aller dans des infrastructures de sport traditionnelles qu'on a et qu'on utilise aussi. Mais ça veut dire construire un stade de France dans le centre de Paris en termes de nombre de places dans les 140 jours qui nous séparent des Jeux, avec la mise à disposition des flux d'accès, des zones d'approche, ce qu'on appelle. Ce sera évidemment le cas aussi pour la cérémonie d'ouverture, avec des gradins sur les quais bas et sur les ponts, des aménagements sur les quais hauts pour accueillir du public, avec tout un tas de services associés. Donc voilà, tout ça, c'est encore ce qui reste à faire dans les derniers jours, mais qui évidemment est planifié. L'autre défi, c'est d'arriver à expliquer tout ça dans un temps où c'est plus facile de créer des polémiques que d'expliquer les choses de manière simple. Côté États-Unis, nous avons une structure particulière puisque nous n'avons pas de ministère des Sports. Ce qui veut dire que notre équipe olympique et paralympique est indépendante, ce qui est assez inhabituel. Rebecca Ross est diplomate pour le gouvernement américain.
Elle est chargée de la coordination en vue des Jeux. Le rôle du gouvernement américain est un peu plus centré sur les affaires étrangères, si je puis dire. Ça fait 2 ans qu'on est à Paris pour aider le comité olympique et paralympique américain à préparer les infrastructures dont ils auront besoin, notamment pour ce qui est des relations diplomatiques. Donc, on les aide à trouver les bons interlocuteurs côté français. On a un rôle de facilitateur. Je pense que les défis sont à bien des égards des défis partagés. Nous avons tous les mêmes enjeux en termes de sécurité. Il y a une part d'inconnu à laquelle nous sommes tous confrontés, comme par exemple les enjeux des Jeux d'été, sans garantie sur le temps qu'il fera. Et puis l'enjeu principal pour nous, c'est de faire en sorte que les athlètes vivent une expérience formidable. C'est l'objectif premier. Et puis on veut que ce soit aussi le cas pour tous les fans qui viendront du monde entier. Tout le monde a à cœur que ce soit une priorité. C'est surtout, je pense, une vraie opportunité d'image en fait pour Paris. Corinne Ménégo, directrice générale de Paris Je t'aime, l'Office de tourisme de Paris. C'était un peu l'idée aussi de cette candidature, c'est de pouvoir porter, grâce aux Jeux olympiques et paralympiques, de réels messages sur les valeurs en fait de la destination, sur la transformation de cette destination et de pouvoir montrer comment elle est 100 ans après les derniers Jeux d'ailleurs. Mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, un vrai accélérateur pour nous sur pas mal de sujets, parce qu'en fait, on prend beaucoup le prétexte, qui est un joli prétexte, effectivement des Jeux, pour pouvoir accélérer sur des chantiers collectifs en cours. Donc, le fait d'avoir une deadline nous permet aussi de dire, à un moment donné, on y va et c'est parti. Et c'est aussi un moyen extraordinaire, du coup, de faire du collectif. Cet enjeu collectif, c'est un des éléments que Paris a tenu à souligner auprès de Los Angeles lorsque les 2 maires, Anne Hidalgo et Karen Bass, se sont vus il y a quelques mois. Oh, well, my big takeaway was definitely the magnitude of what the games are going to be, and also the responsibility and the fact for us to get ready now. Karen Bass, la maire de Los Angeles, sur Fox News. So the role that the city family is going to play, meaning all of the various departments. And I think that, a message from the mayor of Paris is she said, act as though the games are going to be in 2027 and not 2028. Get everything ready, and then you'll have that last year to troubleshoot. So I really appreciated that advice. We're going to take it to heart. Et une année entière pour parer aux imprévus, mais aussi se préparer aux critiques, ça ne sera pas de trop. Voilà, on est beaucoup challengé évidemment sur Pierre Rabadan. Tout ce qui fait partie des perturbations qui vont avoir lieu, parce que quand vous accueillez le plus grand événement du monde dans le concept qui est le nôtre, c'est-à-dire de venir dans les cœurs de ville, dans le cadre qui est Paris, qui est assez exceptionnel et qui est beaucoup attendu à cause de ça, ça génère parfois un peu des fantasmes, mais aussi des adaptations qui vont devoir être prises pour faire cohabiter la vie de tous les jours et l'accueil du plus grand événement du monde. Mais voilà, on a aussi beaucoup d'ambition. On a, je crois, changé de modèle des Jeux. En tout cas, c'était notre volonté. Et on a essayé de lui trouver un sens dans l'inscription de qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour une ville et ses habitants d'accueillir les Jeux. Voilà, si je dois le résumer en une phrase, je dirais que ça a un effet d'accélération sur un certain nombre de choses que je viens de vous décrire, qui sont nécessaires aujourd'hui pour s'adapter d'abord à l'environnement dans lequel on évolue, et puis à essayer de trouver une nouvelle façon aussi d'impliquer les gens dans ces grands événements qui arrivent chez eux. Pour ça, on a aussi mis en place une politique très ambitieuse sur des sites de festivités partout dans Paris durant les Jeux. Voilà, c'est aussi la première fois que ça se fait. D'habitude, il y a les sites de compétition, 1 ou 2 sites pris en charge par l'organisateur, le comité d'organisation, mais ça va rarement au-delà. Là, nous, on a choisi d'aller mettre 24 sites de festivités partout dans Paris, donc quasiment un par arrondissement, à part dans le 7e, et puis après d'avoir des sites iconiques comme ici à l'Hôtel de Ville, comme le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette, l'Académie du Climat, le quartier jeune, voilà, qui vont être des sites dédiés pendant les Jeux de festivités, d'animation culturelle, d'animation sportive, pour que, évidemment, ceux qui ont la chance d'avoir pu avoir des billets, soit parce qu'on leur a offert, comme la ville va faire sur les 50 000 billets qu'elle a achetés, soit parce qu'ils ont pu en acheter, très bien, eux, ils vont vivre l'expérience des compétitions, mais on a voulu offrir autre chose, un cadre
pour ceux qui ne pourront pas aller sur les sites de compétition et vivre une expérience exceptionnelle, parce qu'en fait, c'est ça qu'on voudrait faire pour le plus grand nombre, c'est que cette expérience, elle soit exceptionnelle. La beauté de Paris fait partie des Jeux. Avoir le beach volley juste au pied de la Tour Eiffel, avoir la cérémonie d'ouverture sur la Seine et puis au Trocadéro, avoir les épreuves équestres à Versailles. Rebecca Ross, diplomate. C'est une ville incroyable, j'adore vivre ici. Et le spectacle que les Jeux vont offrir va être exceptionnel. Et bien sûr que ça pose un certain nombre de défis, notamment pour ceux qui voudront aller d'un endroit à l'autre. Pour nous qui sommes du côté logistique, chargés d'accompagner des personnalités publiques de premier plan, comment on les emmène? Est-ce qu'on y va en métro? Moi, je vais certainement le prendre, et mon vélo. C'est sûr que c'est un enjeu. Comment est-ce qu'on va, je ne sais pas, de Bercy à Saint-Denis? Ça va être un défi pour tout le monde. Mais bon, ça fait partie du charme de Paris. De ce que je constate, la ville a fait beaucoup pour que les choses se passent bien. C'est assez excitant finalement, même si évidemment c'est compliqué. En tout cas, moi j'ai hâte de tout voir se mettre en place parce que ça va être spectaculaire. J'en suis à ma 18e réunion publique avec beaucoup la préfecture de police et le préfet lui-même qui vient expliquer l'organisation de la sécurité pendant les Jeux pour un peu casser l'ambiance générale du moment qui est en train de décrire une situation où il serait impossible que la vie continue pendant les Jeux. Ce qui est faux puisque tout a été pensé bien en amont. Et depuis 3 mois, on explique comment la vie va se dérouler, comment il est possible, quelles adaptations il va falloir avoir, comment on peut continuer à travailler, comment on peut vivre même si on vit à proximité d'une zone de compétition qui a des règles de sécurité spécifiques, etc., etc., etc. Et on se rend compte d'ailleurs que lorsqu'on prend le temps, c'est des réunions qui durent entre 2 et 3 heures à chaque fois, mais lorsqu'on prend le temps d'expliquer qu'on n'est pas dans l'invective ou dans une démarche constructive, en fait, il existe des solutions. Et en fait, on n'est pas dans un truc binaire qui est les Jeux, ce sera terrible ou les Jeux, ce sera incroyable et ça changera rien. Il y a effectivement des adaptations à faire, mais c'est normal, on reçoit le monde entier, c'est le plus grand événement du monde. Alors c'est vrai qu'on parle quand même de quelques millions de personnes, puisque sur les Jeux, on attend environ 11 millions, un peu plus d'11 millions effectivement de visiteurs, et sur les Paralympiques, parce que ne les oublions pas, 4 millions à peu près de visiteurs. En fait, je pense que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de vérités un peu contre-intuitives en fait sur ces populations, et c'est probablement pour nous le plus gros défi en fait, c'est que ce ne sont pas des visiteurs classiques touristes comme on a l'habitude d'avoir. D'abord parce que finalement, dans ces chiffres-là, il y a assez peu d'étrangers. 10% sur les Paralympiques et un peu moins de 15%, plutôt autour de 13% effectivement sur les Jeux Olympiques, ce qui est globalement à peu près le même volume que ce qu'on accueille d'habitude sur l'été. En revanche, beaucoup plus de nationaux et beaucoup plus surtout de résidents et de franciliens. C'est-à-dire que par essence, les Jeux, même si on n'a pas cette image-là au départ, sont de toute façon des événements qui sont très liés à la clientèle locale en fait, et qui font qui ont un vrai rôle effectivement d'animation de la clientèle locale, qui est une clientèle que nous on ne connaît pas beaucoup en fait, parce que la définition d'un touriste, c'est qu'il n'habite pas sur le territoire et qu'il dort effectivement sur le territoire. Donc évidemment, les résidents même franciliens ne font pas partie de notre écosystème habituel. Donc je pense qu'un de nos défis principaux va être ça aussi, c'est-à-dire de pouvoir bien se préparer au fait qu'on est sur des publics certes nombreux, mais en même temps avec des consommations probablement touristiques très différentes de d'habitude. Donc évidemment des comportements peut-être touristiques qui vont être plutôt sur de la consommation restauration, de la consommation effectivement d'activités peut-être même de nuit, bars, festives, avec beaucoup de célébrations partout dans Paris, probablement moins d'activités culturelles au sens où on l'entend d'habitude sur l'été. Donc voilà, donc ça c'est un de nos défis peut-être principaux, j'allais dire. Après, je pense que l'enjeu pour nous est véritablement de travailler en collectif, donc de rassembler nos acteurs du tourisme, notamment dans le cadre du manifeste de l'hospitalité, puisque nous l'avons lancé en début d'année. Tous les acteurs qui sont dans le tourisme à Paris et membres de l'Office, donc de Paris Je t'aime, se sont engagés à respecter un certain nombre d'engagements autour du tourisme durable, bien évidemment, donc écologie,
Je pense par exemple à la démarche du zéro plastique à usage unique, ce genre de choses, mais également dans la fluidité du parcours visiteur, en faisant la promotion notamment de nos outils digitaux comme My Paris Je t'aime, mais aussi en favorisant l'écosystème local, qui est quand même le troisième axe hyper important pour nous. C'est comment ces jeux peuvent aussi être un accélérateur de l'économie locale et qu'on puisse, je dirais, redistribuer la richesse de manière la plus importante, effectivement, sur l'ensemble du territoire. Donc, valoriser les restaurants avec des circuits courts, les artisans parisiens pour des souvenirs plutôt que des filières faites à l'étranger. Voilà, ce genre de choses, effectivement. Faire travailler, effectivement, le territoire. Et je pense que c'était un des enjeux principaux, d'ailleurs, des Jeux. Donc, on est complètement dans la lignée de ces valeurs d'un tourisme plus durable, d'être respectueux de la destination, etc. Et c'est véritablement, je pense, le défi collectif auquel on fait tous face pendant cette période-là. Donc, je pense qu'on va être dans une logique en plus de jeux qui étant très cœur de ville, vont permettre aussi une mobilité très adaptée en fait à ces nouvelles pratiques, très différentes probablement d'autres pays où évidemment les distances font qu'on est obligé d'aller en véhicule. Là, c'est très différent. Donc, ça va permettre de mobiliser effectivement l'ensemble des spectateurs en marchant, à vélo, transport en commun. Et je pense que ça, c'est un enjeu primordial pour nous tous en tant que destination. On travaille aussi en lien avec Los Angeles 2028, parce que c'est là qu'iront les Jeux ensuite. Rebecca Ross, diplomate. Une partie de notre rôle est de faire le lien entre Paris et Los Angeles, de faire en sorte qu'un maximum d'infos circulent, pour que les États-Unis puissent s'inspirer de ce qu'a fait la France et de ce qu'a fait Paris depuis de nombreuses années. On a coutume de dire que Paris est sur la route de Los Angeles. Ce que ça veut dire, c'est que les deux villes partagent de nombreux aspects. Les Jeux à LA seront aussi des Jeux en cœur de ville. Et l'idée sera là aussi, comme à Paris, de faire en sorte que la ville soit une actrice des Jeux, qu'elle en soit un personnage central. D'ailleurs, les deux villes travaillent ensemble, à mon sens, depuis bien avant l'obtention des Jeux. Il y a un partage de connaissances qui fait partie du rôle de la ville hôte. Et ce partage se fait non seulement avec la ville suivante, mais aussi avec celle qui suit. Donc Brisbane, qui accueille les Jeux en 2032, est déjà impliquée. Et nous avons une relation très proche avec nos amis australiens. Les principaux dossiers à traiter, c'est la question des transports, mais aussi nos engagements communs. À savoir le fait de rendre les Jeux les plus durables et les plus verts possibles, en réduisant au maximum leur empreinte carbone et en faisant les Jeux les plus équitables et les plus accessibles possibles. Les Jeux Olympiques de Paris seront les premiers à être paritaires, avec autant d'athlètes femmes que hommes. Los Angeles a pour objectif de faire la même chose avec les Jeux paralympiques également. Vous voyez, il y a des thèmes qui passent comme ça, d'une ville à l'autre. Ça veut dire qu'on ne partage pas seulement des éléments purement logistiques, mais qu'on se demande également comment utiliser les Jeux pour rendre la ville plus attractive. Comment s'en saisir pour améliorer les transports en commun? Comment faire pour que les bâtiments créés soient durables, qu'on ne se retrouve pas avec des infrastructures jetables qui seront détruites juste après. C'est ce qui est fait ici avec la piscine olympique et le village à Saint-Denis, qui vont faire partie du quartier et qui seront donc durables. Los Angeles suit tout ça de près, puisque comme Paris, ils ne veulent que construire le strict nécessaire et utiliser soit des bâtiments existants, soit des structures temporaires qui pèseront moins sur l'environnement. Et justement, puisque Los Angeles est déjà en route vers ces Jeux, on a eu envie de voir quelle forme les aménagements prenaient là-bas, tout particulièrement sur la question des transports, qui sont tout sauf un sujet anecdotique.
J'ai donc appelé notre reporter en Californie, ma camarade Paulina Velasco. Alors dis-moi, qui est-ce que tu es allé rencontrer? Qui est Max Podemski? Max est un planificateur urbain et on s'est rencontrés dans un énorme parc un peu au nord-ouest de la ville, dans une région qui s'appelle The Valley, et un grand parc qui s'appelle The Sepulveda Basin. Ça va être un des lieux où ils vont construire plein d'infrastructures pour les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Oh! Hi! Max! How are you? It's good to meet you. Yeah, nice to meet you. Let me grab all my gear. Okay. Sorry you got here a little before me. Oh no, it's fine. Yeah, I just want to... Les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2028 vont être partout. Et donc, pour transporter les athlètes et aussi les spectateurs, les visiteurs et tous les gens, ça va être un grand défi. Mais justement, Max, lui, il voit ce défi comme une opportunité encore plus grâce aux Jeux qui viennent sur comment améliorer le transport, surtout le transport public. Parce que comme j'avais remarqué avant mon entretien, j'ai conduit ma voiture pour aller rejoindre Max dans une station de bus. So something I thought was really funny was that I was driving to meet you at a bus station. Yeah. To talk about walkability and transportation. Yeah, for sure. And I think that's kind of... Je pense que l'une des choses intéressantes à Los Angeles, c'est qu'historiquement, on a toujours beaucoup investi dans les transports en commun. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire le système qui date des années 20. But we're basically rebuilding the system that we had in like the, 1920s. So, the orange line here is actually... Par exemple, la ligne orange, juste ici, c'est une ancienne ligne de chemin de fer qui a été transformée en voie de bus. Bon, après, on a parfois tendance à idéaliser le système de transport en commun de Los Angeles d'autrefois, mais s'il a été abandonné, c'est parce que la voiture est bien plus efficace que les trains. Car c'est difficile de créer un système de train efficace dans une ville qui possède autant de centres-villes, au lieu d'un seul, comme dans la plupart des autres villes. Donc bien sûr, la voiture reste toujours le moyen le plus adapté pour se déplacer. I think one reason people struggle to comprehend LA is because LA... Je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens ont du mal à comprendre Los Angeles, c'est que cette ville a impulsé une nouvelle forme d'urbanisme, en commençant par le réseau de transport Pacific Electric. C'est une ville qui est composée d'une multitude de centres-villes, contrairement à Paris par exemple, qui a un cœur de ville médiéval très dense. Los Angeles s'est dispersé en plusieurs centres et s'est étendu le long de ses artères au fil du temps. And then later on dispersed onto these arterials. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une ville où on peut se déplacer à pied et qu'en réalité, ça a toujours été possible, car c'est dans son ADN et qu'historiquement, les gens ont toujours dû marcher pour prendre les transports en commun. Les gens pensent peut-être que ce n'est pas une ville où l'on peut marcher parce qu'il n'y a pas de centre-ville comme les autres villes. Et aussi parce que les distances sont très longues. Par exemple, je pourrais marcher d'Hollywood à Santa Monica, mais je ne le ferai probablement jamais. Mais je pense que Los Angeles est actuellement une ville où l'on peut se déplacer à pied, même si nous avons encore beaucoup de travail à faire pour la rendre piétonne. L'un des aspects positifs des Jeux Olympiques, c'est qu'en quelque sorte, ils fixent une échéance pour des investissements plus larges. Et l'un des objectifs, c'est de créer des Jeux Olympiques sans voiture. Donc tous les événements sont conçus pour que les gens puissent s'y rendre en transport en commun, à vélo ou à pied. Et la préparation des JO va permettre des investissements massifs dans les transports en commun ou des voies adaptées à la marche ou au vélo. Parce que si on regarde nos routes, on voit qu'elles ont été conçues pour les voitures. Donc la question, c'est de savoir comment on peut transformer ces espaces pour d'autres modes de transport, pour construire des pistes cyclables sécurisées ou des voies de bus. Et je pense que rendre les rues plus conviviales pour les piétons et pour d'autres modes de transport, ça peut participer à créer de nouveaux espaces urbains. Plus de magasins ouverts, plus d'immeubles. Et je pense aussi qu'il y a une question d'équité sur le rapport qu'on entretient à la marche. Souvent, les personnes qui disent que la ville n'est pas propice à la marche sont généralement des personnes plus aisées qui ont la possibilité de conduire, de se déplacer en voiture.
Mais il y a une autre population à LA qui a de faibles revenus. Et ces gens ne peuvent pas conduire, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit pour d'autres raisons. Donc ils marchent et utilisent les transports en commun. Si vous voulez aller dans un quartier comme Tacoma sur Van Nuys Boulevard, vous verrez beaucoup de petits commerçants de proximité. Vous verrez des gens se promener dans la rue, vous verrez des gens porter des sacs de courses. Donc je pense qu'améliorer la piétonisation de la ville, la rendre plus sûre, est également une question d'équité. Ce ne devrait pas simplement être un moyen d'embourgeoiser les quartiers et d'attirer d'autres populations. Non, non. Ça devrait aussi servir les communautés existantes. I guess gentrify neighborhoods and bring in different populations, but serve existing communities. It's not going to be LA like turning into Paris or New York. Los Angeles ne va pas devenir comme Paris ou New York. On va faire à notre propre façon. Et j'espère que l'on pourra tout de même conserver la liberté que peut offrir la voiture pour circuler librement dans la région, tout en ayant des centres beaucoup plus délimités, où l'on pourra avoir ce que les urbanistes appellent un mode de vie à 15 minutes, avec de nombreux équipements près de chez soi et la possibilité de se déplacer à pied. Urban planners call like a 15-minute lifestyle, right, of having lots of amenities right near your house and walking near that. En attendant de découvrir ces nouveaux aménagements, on va s'intéresser à ceux qui existent déjà et sur lesquels les athlètes des deux côtés de l'Atlantique ont commencé à s'entraîner. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.